Bonjour, c'est la 5e séance de notre cours d'histologie animale. Dans cette séance, on va parler du tissu cartilagineux. Ce tissu fait partie des tissus conjonctifs spécialisés. Encore, il appartient au tissu squelettique avec le tissu osseux. C'est un tissu conjonctif spécialisé particulier car il est dépourvu des vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques et des fibres nerveuses. En fait, c'est le seul tissu conjonctif qui est non vascularisé. On reviendra sur ce point plus tard. Dans ce tissu, la cellule spécialisée adulte s'appelle chondrocyte. Avec cette cellule, on trouve des cellules souches qui s'appellent les cellules mésenchymateuses. Encore pareil, comme dans tous les tissus conjonctifs, on trouve quelques fibroblastes et quelques fibrocytes. Les chondrocytes, ce sont des cellules cartilagineuses qui dérivent de mésenchyme embryonnaire, c'est-à-dire de la couche embryonnaire moyenne qui contient les cellules souches s'appellent mésenchymateuses, qui se différencient en premier temps en chondroblastes. Les chondroblastes, ce sont des cellules qui présentent une riche activité mitotique, c'est-à-dire se multiplient activement pour donner des nouvelles cellules qui s'appellent chondroblastes et en même temps synthétise et libère activement les macromolécules de la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux, c'est-à-dire libère les protéines et les glucides de la matrice extracellulaire. Plus tard, cette cellule, le chondroblaste, devient une cellule cartilagineuse adulte qui s'appelle chondrocyte. On voit ici les étapes de la différenciation ou bien de la formation de chondrocytes. En premier temps, les cellules mésenchymateuses de forme étoilée qui se multiplient activement. Et en premier temps se différencie en chondroblastes. Les chondroblastes continuent la multiplication et en même temps libèrent la matrice extracellulaire pour remplir l'espace intercellulaire. Finalement, le chondroblaste se différencie en chondrocyte et la matrice devient solide ou bien rigide. On voit ici l'espace entre les cellules qui s'appelle, comme nous avons dit avant, la matrice extracellulaire. Les chondrocytes, ce sont les cellules cartilagineuses, donc ce sont les cellules cartilagineuses matures. Ce sont des cellules qui sont mitotiquement actives, c'est-à-dire continuent à se multiplier et continuent à élaborer, à libérer la matrice, les constituants de la matrice extracellulaire. Les chondrocytes, donc, ce sont des cellules volumineuses, arrondies, avec de courts prolongements cytoplasmiques. On parle des prolongements parce qu'on fera une comparaison dans le tissu osseux dans le prochain chapitre entre chondrocytes et cellules osseuses. Leur noyau est encore volumineux, sphérique, contient un ou deux nucléoles. Ce sont des caractéristiques morphologiques des chondrocytes. Maintenant, leur cytoplasme encore, il est finement granuleux, riche en granuleux car il est riche en ribosomes libres, riche en réticulum endoplasmique granuleux encore. Sa richesse, ou bien cette richesse en REG et en ribosome, indique que cette cellule est impliquée ou bien est spécialisée dans la synthèse des protéines. N'importe quelle cellule qui possède une activité métabolique très importante, surtout synthèse protéique, toujours son cytoplasme est basophile. Donc, un cytoplasme basophile, directement on peut conclure que cette cellule est métaboliquement très active et synthétise beaucoup de protéines. Donc, leur cytoplasme est riche en ARN messager. Bien sûr, avec REG et ribosomes libres,
on trouve dans le cytoplasme les autres organites. Mais ici, on concentre notre intérêt sur REG et ribosomes libres. Les chondrocytes sont entourés, comme vous voyez ici en rouge, les chondrocytes, ici on voit 2 chondrocytes ou bien un seul chondrocyte, ici 4. Pourquoi on trouve 1, 2, 4? Car les chondrocytes continuent à se multiplier. Chaque chondrocyte ou bien les chondrocytes sont entourés d'une logette ou bien d'une cavité. Comme vous voyez en rouge ici, à l'intérieur, cet espace ici s'appelle, cette limite ici ou bien cette ligne ici s'appelle chondroplaste. Chondroplaste, c'est une logette ou bien cavité à l'intérieur de laquelle se trouvent les chondrocytes. Et dans chaque chondroplaste, comme j'ai dit, on trouve une ou plusieurs cellules, car le chondrocyte continue à se multiplier à l'intérieur de cette logette. Les chondrocytes synthétisent la matrice extracellulaire. Ici, peut-être c'est mieux si on dit les chondrocytes continuent la synthèse de la matrice, car la synthèse de la matrice a commencé déjà avant avec les chondroblastes. Encore, les chondrocytes maintiennent l'intégrité de la matrice en assurant son renouvellement, c'est-à-dire maintiennent l'intégrité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on perd une partie de la matrice, le chondrocyte ou bien les chondrocytes renouvellent ou bien remplacent la partie éliminée. Maintenant, la matrice extracellulaire. La matrice cartilagineuse paraît homogène en microscope optique MO, c'est-à-dire microscope optique. C'est-à-dire homogène, c'est-à-dire on ne trouve pas des granulations, on ne trouve pas une différence entre les différentes régions de la matrice. Elle est fortement basophile. Dans ce cas, la basophilie est due à la composition de la matrice. Elle est constituée de l'eau, 70 à 80%. C'est évident que n'importe quel tissu, n'importe quelle matrice est riche en eau. Mais pourquoi ici on parle de l'eau? Car dans le prochain chapitre, dans le tissu osseux, on parlera encore de l'eau et on verra dans la prochaine séance que le tissu osseux qui fait avec le cartilage les tissus squelettiques, l'os est moins riche en eau que le cartilage. Pour cela, on parle de l'eau dans le cartilage et l'os. Encore dans le cartilage, il y a les sels minéraux, il y a les sucres, les glucides, c'est-à-dire GAG, glucose, aminoglycanes et les protéoglycanes. Les deux, ce sont les glucides. Partie protéique, comme on sait déjà, deux parties. Protéines fibreuses, surtout collagène de type 2, protéines de collagène, surtout collagène de type 2 qui est une caractéristique du cartilage. Encore, on trouve des protéines non collagéniques, c'est-à-dire les glycoprotéines de structure. Protéines, exemple, chondronectine, chondrocalcine, fibronectine, ténacine et glycoprotéines. Encore dans la matrice cartilagineuse, on trouve des nutriments. Comme j'ai dit au début de cette séance, le cartilage est non vascularisé. Et on sait bien que le sang, c'est la source des nutriments dans n'importe quel tissu. Vu que le cartilage est non vascularisé, donc les nutriments viennent de l'extérieur, d'un autre tissu. Les nutriments arrivent à partir de l'extérieur et passent par diffusion à travers la matrice extracellulaire cartilagineuse. Donc, on peut conclure encore que la matrice extracellulaire cartilagineuse, elle est perméable et assure la diffusion des nutriments. Encore, ce point est important car dans le prochain chapitre, on va voir que la matrice osseuse est imperméable. Donc, on fait toujours une comparaison entre cartilage et os. Donc, les nutriments viennent de l'extérieur au niveau du cartilage. Encore, on trouve des métabolites. Les métabolites, ce sont des molécules qui dérivent de l'activité métabolique cellulaire. Encore,
on trouve des cytokines et des facteurs de croissance, par exemple. Ce sont des molécules signales qui sont sécrétées par les chondrocytes pour stimuler les cellules voisines, les chondrocytes, les chondroblastes, les cellules mésenchymateuses, par exemple, ou bien pour stimuler des cellules loin, par exemple, parfois pour stimuler certaines cellules immunes, par exemple. Maintenant, dans la matrice, nous avons dit que le cartilage est riche en eau, ou bien la matrice cartilagineuse est riche en eau. La richesse en eau est bien, et encore l'agencement des fibres de collagène, agencement c'est-à-dire l'arrangement ou bien l'organisation des fibres de collagène, donne au cartilage en même temps une solidité et une souplesse et une résistance à la compression, à la tension et à la déformation. C'est-à-dire il est à la fois solide et en même temps il est souple. Encore une fois, on va faire une comparaison avec l'os. La matrice osseuse, elle est solide mais zéro souplesse. On dit que la matrice osseuse est cassante, c'est-à-dire quand elle est soumise à une forte pression, on peut voir destruction de l'os. Par contre, pour la matrice cartilagineuse, quand elle est soumise à une forte pression ou bien à des fortes tensions, elle a une certaine souplesse ou elle a la capacité de se déformer. Et une fois cette tension est terminée, la matrice cartilagineuse revient à sa forme initiale. Cette souplesse, donc, elle est due à la richesse en eau et à l'orientation ou bien l'organisation et la manière de distribution des fibres de collagène dans la matrice. Maintenant, on va parler du périchondre. En général, on dit en général parce que ce n'est pas toujours vrai. En général, les tissus cartilagineux sont entourés de l'extérieur par un tissu qui s'appelle le périchondre. Ici, on dit la plupart des tissus cartilagineux sont entourés par un tissu conjonctif non spécialisé appelé le périchondre. Le périchondre est composé de deux couches. Une couche interne qui s'appelle périchondre chondrogène, elle est en contact direct avec le cartilage, et une couche externe qui se trouve sur la couche interne, s'appelle couche tendiniforme. Les deux couches ensemble forment le périchondre. Maintenant, la couche interne, elle est formée d'un tissu conjonctif lâche, riche en cellules mésenchymateuses, c'est-à-dire cellules souches. Encore contient des fibroblastes. La couche externe faiblement vascularisée, la couche interne. La couche externe contient de gros vaisseaux sanguins, c'est-à-dire richement vascularisés, formés de tissus conjonctifs denses, non orientés, et contient des fibres de collagène. Ici, on ajoute fibres de collagène de type 1 et parfois quelques fibres élastiques avec des fibroblastes dispersés. Fibroblastes dispersés, c'est-à-dire quelques fibroblastes qui sont loin l'un des autres. Le périchondre joue un rôle dans la croissance, dans la nutrition et dans la réparation du cartilage. Tout d'abord, la nutrition est assurée par la couche externe du périchondre qui est richement vascularisée. Donc, la couche externe du périchondre contient des gros vaisseaux. Ces gros vaisseaux vont donner les nutriments pour le cartilage. Fonction ou bien un rôle dans la croissance et la réparation du cartilage, ces deux fonctions sont assurées par la couche interne qui est en contact direct avec le cartilage et qui est riche en cellules mésenchymateuses et en fibroblastes. On voit ici un schéma qui montre l'organisation du périchondre. Ici, la ligne pointillée, c'est la limite entre le cartilage et le périchondre.
Dans le cartilage, on voit les chondrocytes qui sont logés dans les chondroplastes et entre l'espace entre les cellules, c'est la matrice cartilagineuse. Maintenant, le périchondre, deux couches. La couche externe s'appelle couche fibreuse ou bien couche tendiniforme. La couche interne s'appelle couche chondrogène. Comme j'ai dit avant, la couche interne riche en cellules mésenchymateuses. Encore, on trouve des fibroblastes, pauvres en vaisseaux sanguins, pauvres en fibres. La couche externe, ou bien couche fibreuse, couche tendiniforme, contient des vaisseaux de gros calibre, des fibroblastes dispersés qui sont éloignés ou bien loin l'un de l'autre, plus des faisceaux de fibres de collagène, des faisceaux de fibres de collagène de type 1. Donc ici, on voit les fibres de collagène de type 1 qui sont organisées dans des faisceaux et sont non orientés. Comme vous voyez, le faisceau ici qui se trouve dans la couche externe va traverser la couche interne et arriver jusqu'au cartilage. Donc, les faisceaux de fibres de collagène de type 1 s'appellent encore fibres de Charpey. Donc, quand on dit fibres de Charpey, cela veut dire les faisceaux de fibres de collagène de type 1 au niveau du périchondre. Ces faisceaux vont lier solidement le périchondre avec le cartilage. Ici, les vaisseaux sanguins vont envoyer les nutriments par diffusion vers le cartilage. Maintenant, la classification des cartilages. Dans notre organisme, on trouve trois types de cartilage. La différence, c'est la composition de leur matrice extracellulaire, c'est-à-dire la nature et les proportions de la substance fondamentale. Quelles protéines, quels glucides et de dominants, plus les différents types de fibres. S'il est riche en fibres élastiques, par exemple, on va l'appeler cartilage élastique, riche en fibres de collagène, cartilage fibreux, pauvre en fibres, riche en substances fondamentales, on va l'appeler cartilage hyalin. On commence avec le premier cartilage, qui est le cartilage hyalin. C'est la variété la plus répandue dans le corps, donc c'est le cartilage le plus présent. Mais quand on dit c'est la variété la plus répandue, en général, chez l'adulte, le cartilage est très peu présent dans notre corps. Mais quand même, malgré la faible quantité de cartilage dans notre corps, le cartilage hyalin, c'est la variété la plus répandue. Dans ce cartilage, les chondrocytes, c'est-à-dire les cellules, sont peu nombreuses. Donc les chondrocytes peu nombreux représentent seulement 10% de la masse cartilagineuse. Donc, les 90% restantes sont la matrice extracellulaire. Donc, pauvre en cellules, riche en matrice extracellulaire. Maintenant, la matrice, on va la diviser en deux parties. La partie fibreuse, elle est peu nombreuse, les fibres sont peu nombreuses, mais surtout collagène de type 1. Donc, le cartilage hyalin contient une petite quantité de fibres qui est collagène type 2. Mais la matrice contient surtout une substance fondamentale abondante, riche en substances fondamentales, pauvre en fibres, pauvre en cellules. Ce sont les caractéristiques du cartilage hyalin. Maintenant, le cartilage hyalin constitue la plus grande partie du squelette fœtal. Donc, avant la naissance, la majorité du squelette chez l'embryon, c'est du cartilage hyalin. Ensuite, avec le temps, durant l'embryogenèse et après la naissance, ce cartilage, au fur et à mesure, se différencie, se transforme en tissu osseux et persiste dans certains endroits au niveau du squelette. Par exemple, au niveau des cartilages de croissance,
Les cartilages de croissance chez l'enfant et l'adolescent jusqu'à l'âge de l'adolescence et ensuite et après le cartilage de croissance disparaît. On verra le cartilage de croissance dans le prochain chapitre dans le tissu osseux. Le cartilage de croissance joue un rôle essentiel. Il est responsable de la croissance en longueur du squelette de l'os. Le cartilage hyalin, donc chez l'adulte, on distingue le cartilage hyalin non articulaire et le cartilage hyalin articulaire. Le non articulaire persiste, par exemple, au niveau de la trachée, au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau de la trachée et au niveau des bronches. Encore au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes dans la cage thoracique. Comme vous voyez ici en bleu, la couleur bleue, c'est le cartilage hyalin. Maintenant, le cartilage hyalin articulaire. D'après son nom, il se trouve au niveau des articulations mobiles des os longues. Dans notre corps, par exemple, au niveau du bras, au niveau des articulations mobiles au niveau du bras ou bien au niveau du genou, par exemple, ici, au niveau de la hanche, par exemple, on trouve le cartilage hyalin articulaire. Quel est le rôle du cartilage hyalin articulaire? Assure le jeu et la mobilité de l'articulation. Donc, il facilite l'activité de l'articulation. Bien sûr, il a besoin d'un autre élément pour faciliter l'activité de l'articulation, c'est le liquide synovial. Donc, les deux, le cartilage hyalin articulaire et le liquide synovial ensemble assurent le jeu et la mobilité de l'articulation. On voit ici un dessin pour une articulation. En bleu clair, c'est le cartilage hyalin. Et en rouge, ici, c'est la cavité synoviale qui contient le liquide synovial. Donc, ensemble, le liquide synovial et le cartilage hyalin empêchent le frottement des surfaces osseuses. Donc, empêchent la dégradation de l'os. Le cartilage hyalin articulaire, il est rigide, mais aussi déformable quand il est soumis à une pression. Pour assurer il est déformable. Cette déformabilité assure une répartition homogène ou bien harmonieuse des pressions qui s'exercent sur l'articulation. C'est-à-dire, le cartilage articulaire distribue la pression sur tout le cartilage. Bien sûr, l'importance de cette répartition, c'est d'empêcher la destruction du cartilage. Maintenant, le deuxième cartilage, c'est le cartilage élastique. Donc, nous avons vu cartilage hyalin non articulaire, cartilage hyalin articulaire. Maintenant, on va voir le deuxième cartilage, c'est le cartilage élastique. Premièrement, c'est une modification du cartilage hyalin, c'est-à-dire il se différencie à partir du cartilage hyalin. Il est riche en cellules, il est riche en chondrocytes. Et ces chondrocytes contiennent souvent de volumineuses vacuoles ou bien des inclusions lipidiques. Les inclusions lipidiques dans le cytoplasme des chondrocytes, c'est une indication, c'est une caractéristique du cartilage élastique. Dans la matrice extracellulaire du cartilage élastique, on trouve, en plus de quelques fibres de collagène de type 2, de très nombreux faisceaux de fibres élastiques. Autrement dit, le cartilage élastique est pauvre en fibres de collagène type 2, très riche en faisceaux de fibres élastiques. Donc, jusqu'à maintenant, il est riche en chondrocytes, riche en fibres élastiques, pauvre en collagène type 2, pauvre en substances fondamentales. Et les fibres ou bien les fibres élastiques sont organisées en un réseau dense autour de chaque chondrocyte. Donc, les fibres élastiques entourent les chondrocytes.
ce qui donne, les fibres élastiques donnent la fonction ou bien la caractéristique principale du cartilage élastique, c'est l'élasticité. Le cartilage élastique est entouré de péricontres. Le cartilage élastique possède un péricontre. Maintenant, où se trouve le cartilage élastique? Dans des endroits où une certaine flexibilité est nécessaire. Par exemple, au niveau du nez et au niveau de l'oreille externe. Il supporte de légères déformations passagères, toujours réversibles. C'est-à-dire, une fois cette pression ou bien les déformations sont terminées, l'organe ou bien ce cartilage revient à sa forme initiale. Troisième type et dernier type du cartilage, c'est le cartilage fibreux ou bien s'appelle fibrocartilage. Il est dépourvu de périchondre, c'est-à-dire il n'est pas entouré de périchondre. Deuxièmement, il n'est pas une modification du cartilage hyalin, c'est-à-dire il se forme directement à partir de la couche mésenchymateuse embryonnaire, la couche moyenne. Directement, le tissu mésenchymateux donne cartilage fibreux. Les cellules sont rares, c'est-à-dire il est très pauvre en cellules. Les cellules, les quelques chondrocytes présents dans ce cartilage ressemblent aux fibroblastes, c'est-à-dire forme étoilée. Leur cytoplasme est dépourvu d'inclusion lipidique et toujours les chondrocytes du cartilage fibreux, à leur périphérie externe, sont entourés de substances fondamentales sans fibres. Donc, la périphérie de la cellule cartilagineuse fibreuse toujours est entourée. La périphérie contient la substance fondamentale. Maintenant, quelques cellules qui sont entourées de substances fondamentales. Le reste du tissu, c'est la partie collagène, la partie fibreuse. On peut autrement dire que le cartilage fibreux, il est riche en fibres, surtout collagène de type 1 et de type 2, quelques cellules et un peu de substance fondamentale. Cette substance fondamentale, cette petite quantité de substance fondamentale se trouve à la périphérie de la cellule, ou bien à la périphérie des cellules. Maintenant, les collagènes de type 1 et de type 2, les fibres de collagène type 1 et de type 2 sont abondantes et groupées en faisceaux et encore orientées selon les forces de tension. Donc, à l'intérieur, les faisceaux sont groupés en faisceaux, les fibres sont groupées en faisceaux qui sont orientés. L'avantage, c'est cette matrice ou bien ce tissu résiste à de très fortes pressions tout en gardant une certaine souplesse. Toujours le cartilage garde une certaine souplesse. Mais bien sûr, ici, la souplesse est moins importante que chez le cartilage élastique ou bien le cartilage hyalin. Maintenant, où se trouvent le cartilage fibreux? Dans deux endroits. Un, au niveau de la colonne vertébrale, entre les vertèbres. Les disques intervertébraux, ce sont du cartilage fibreux. Ou bien au niveau de l'articulation, au niveau du genou par exemple, nous avons entre les deux cartilages hyalins articulaires, nous avons un cartilage fibreux comme vous voyez ici s'appelle le ménisque articulaire. Le ménisque articulaire joue le rôle d'un amortisseur pour empêcher le frottement entre les cartilages articulaires ou bien entre les deux os. Toujours les fibres de collagène, soit chez le ménisque articulaire ou chez le disque intervertébral, toujours les fibres sont organisées en faisceaux et dans la même direction de la tension, c'est-à-dire dans cette direction. Maintenant, comment se fait la nutrition du tissu cartilagineux? Au début, j'ai dit que
le cartilage est non vascularisé, non innervé, même pas des vaisseaux lymphatiques. Donc, la nutrition, les nutriments viennent de l'extérieur, viennent des autres tissus. On va diviser les tissus cartilagineux en deux catégories. Un, les tissus cartilagineux entourés d'un périchondre et les tissus cartilagineux dépourvus de périchondre. On commence avec le premier groupe, c'est-à-dire entouré d'un périchondre. La nutrition est assurée par diffusion à partir de la couche externe du périchondre. Si vous vous souvenez, j'ai dit que la couche externe possède des vaisseaux de gros calibre, la couche tendiniforme, et ces vaisseaux vont envoyer par diffusion les nutriments vers le cartilage. Maintenant, pour les autres cartilages qui sont dépourvus de périchondre, sont deux exemples. Un, le cartilage hyalin articulaire. Seulement le cartilage, au niveau du cartilage hyalin, seulement le cartilage articulaire, plus les fibrocartilages. Ces deux catégories sont dépourvues de périchondre. Donc, leur nutrition est assurée soit à partir du liquide synovial, c'est-à-dire au niveau de l'articulation. Au niveau des articulations, le cartilage hyalin articulaire et le ménisque articulaire, les deux sont nourris par le liquide synovial. Il reste les disques intervertébraux qui sont nourris par les tissus voisins. Les tissus, on voit ici, grâce à des échanges avec l'os sous-chondral, c'est-à-dire le tissu osseux aide les disques intervertébraux pour recevoir les nutriments. Finalement, on va voir la dernière partie qui est la croissance du cartilage ou bien la chondrogénèse. On divise la croissance cartilagineuse en deux types. Un, la croissance endogène, c'est-à-dire se fait à l'intérieur du cartilage, encore s'appelle croissance interstitielle, ou bien la croissance exogène, c'est-à-dire c'est une croissance externe, encore s'appelle croissance appositionnelle ou bien périchondrale. Exogène, périchondrale, c'est-à-dire le périchondre est à l'origine de cette croissance. Et plus précisément, c'est la couche interne du périchondre, la couche chondrogène qui assure cette croissance. On commence avec la croissance interstitielle ou endogène. Les deux modes de croissance, endogène ou exogène, sont surtout observés avant la naissance, c'est-à-dire durant l'embryogenèse chez le fœtus. Donc, interstitielle surtout observée chez le fœtus, mais également au cours de la croissance osseuse postnatale des os longs, cartilage, conjugaison, jusqu'à la fin de l'adolescence. On verra dans le prochain chapitre la croissance osseuse postnatale ou bien cartilage conjugaison. Mais maintenant, il nous suffit de savoir que la croissance interstitielle, surtout observée chez le fœtus, après la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, la croissance interstitielle continue grâce au cartilage de conjugaison qui assure la croissance en longueur du squelette. Après l'adolescence, la croissance interstitielle est rare chez l'adulte. Quelle est l'origine de cette croissance? C'est la mitose de cellules cartilagineuses. Donc, la croissance interstitielle ou endogène est assurée grâce à la multiplication des chondrocytes et chondroblastes à l'intérieur du cartilage. Cette multiplication assure une expansion de la masse interne, c'est-à-dire augmente le volume du cartilage. Encore, quand le nombre de cellules augmente, donc la quantité de la matrice synthétisée augmente. La synthèse de la matrice extracellulaire éloigne les cellules filles les unes des autres. Donc, c'est la croissance interstitielle ou endogène. Les cellules se multiplient, leur nombre augmente, synthétisent la matrice, donc, et les cellules s'éloignent dans la matrice. Donc, le volume du tissu cartilagineux augmente. Maintenant, cette croissance
se fait selon deux modes. Le mode de croissance rectiligne et le mode de croissance circulaire. On voit ici en vert la cellule mère qui se multiplie et donne deux cellules filles. À leur tour, chacune se multiplie et donne deux cellules, mais on voit toutes les cellules filles sont regroupées sur la même ligne. Donc ici ça s'appelle croissance rectiligne. Et les cellules filles forment un groupe isogénique axial, c'est-à-dire sur le même axe, toutes les cellules filles se trouvent sur le même axe. Groupe isogénique, c'est-à-dire dérive de la même cellule. Ça assure la croissance endogène en longueur, car toutes les cellules s'alignent. Par contre, le deuxième mode de croissance, la croissance circulaire, quand toutes les cellules filles s'organisent de manière circulaire. Et toutes les cellules filles qui dérivent de la même cellule mère forment un groupe isogénique coronaire ou bien circulaire. Ce mode de croissance assure la croissance en largeur ou bien en épaisseur de la masse cartilagineuse ou bien du tissu cartilagineux. Donc, la croissance interstitielle se fait soit de manière rectiligne ou bien axiale, croissance en longueur, croissance interstitielle circulaire ou bien coronaire, c'est-à-dire la croissance du cartilage se fait de manière croissance en largeur ou bien en épaisseur. Donc, si les mitoses se font suivant une seule direction, les cellules seront disposées en ligne et forment ce qu'on appelle groupe isogénique axial et le cartilage s'accroît en longueur. C'est le cas du cartilage de conjugaison. Le cartilage de conjugaison se trouve à l'intérieur de l'os et assure, comme j'ai dit avant, la croissance en longueur du squelette. On verra ce mode de croissance dans le prochain chapitre. Si les mitoses maintenant se succèdent, c'est-à-dire que les divisions se succèdent, mais les cellules filles se mettent dans des directions diverses ou bien de manière circulaire. Les cellules seront disposées circulairement, groupe isogénique coronaire, et le cartilage s'accroît en largeur ou bien en épaisseur. Donc la croissance interstitielle assure soit la croissance en longueur, soit la croissance en épaisseur du cartilage. Maintenant, le deuxième mode de croissance cartilagineuse, c'est la croissance appositionnelle ou bien péricondrale ou bien exogène. Encore essentiellement observée au cours du développement fœtal, c'est-à-dire avant la naissance, s'effectue par la prolifération et la différenciation des cellules mésenchymateuses et des fibroblastes en chondroblastes puis en chondrocytes. Ici, il faut ajouter au niveau de la couche interne du périchondre. Donc, ce mode de croissance s'observe seulement chez le cartilage qui possède un périchondre. Par contre, la croissance interstitielle s'observe chez tous les périchondres. Maintenant, donc ici au niveau du périchondre, ainsi, il y a apposition des couches, c'est-à-dire on ajoute des couches successives de cartilage à la surface du cartilage préexistant et augmentation de celui en épaisseur. Donc ici on ajoute que la croissance appositionnelle ou bien la croissance périchondrale ou bien la croissance exogène assure une augmentation en épaisseur. C'est une croissance en épaisseur. On voit dans ces schémas comment se fait cette croissance. Ici, c'est le périchondre. Ici, c'est une coupe du cartilage. On voit de part et d'autre le périchondre. À l'intérieur, c'est le cartilage. On voit ici deux cellules à l'intérieur du chondroplaste. Comment se fait maintenant la croissance appositionnelle au niveau du périchondre chondrogène, c'est-à-dire la couche interne du périchondre?
les cellules mésenchymateuses ou bien les fibroblastes se différencient en chondroblastes. Donc ici, les cellules mésenchymateuses ou bien même les fibroblastes, en premier temps, se différencient en chondroblastes. Ces chondroblastes migrent jusqu'à la surface du cartilage. Une fois à la surface du cartilage, le chondroblaste commence la synthèse de la matrice cartilagineuse et la matrice va entourer le chondroblaste. Ensuite, le chondroblaste se différencie en chondrocyte et le chondrocyte à son tour continue la multiplication et la synthèse de la matrice extracellulaire. Donc, cela va augmenter l'épaisseur de la matrice cartilagineuse, c'est-à-dire va augmenter l'épaisseur du cartilage. C'est le quatrième chapitre de notre cours et la prochaine semaine, on commence avec le tissu osseux.